Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de cet épisode très fouillé des analyses du cinématographeur. Je suis Victor Norek et aujourd'hui nous allons étudier Jurassic Park, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Vous risquez d'être dans un monde perdu si vous n'avez pas vu la première partie de cet épisode, donc je vous ai mis un lien, c'est le petit i qui s'affiche en haut à droite. On se retrousse les manches et on plonge dans cette deuxième partie de l'analyse. Parce qu'on a étudié en profondeur dans l'épisode précédent la mise en scène de Spielberg dans ce film, mais j'aimerais m'étendre un peu plus sur différents aspects. Que ce soit à propos de son côté psychanalytico-biblique, que je trouve assez marrant, ou à propos des questionnements que le film soulève sur la place de Spielberg dans l'industrie du cinéma, à cheval en fait entre le cinéma intellectuel indépendant et le cinéma ultra populaire des studios. C'est parti. Alors, pour se mettre en appétit, avant de nous lancer sur l'histoire du cinéma et l'éthique de l'image de synthèse, attardons-nous un petit peu sur son symbolisme non cinématographique, que j'avais pas traité en fait dans la première partie. Je vous ai réservé ça à vous, les plus endurcis de mes aficionados. Commençons par le symbolisme biblique du film, qu'on avait déjà dans E.T., je vous réfère à l'épisode 0 si vous l'avez pas encore vu. Du point de vue biblique, la métaphore est assez limpide. L'île Isla Nublar est le jardin d'Éden, peuplé de sauriens qui rappellent le serpent du péché, et un couple dont les initiales sont A et E, Alan et Ellie, Adam et Ève. Le péché est évident avec le geste de Hammond, qui a voulu se prendre pour Dieu pour recréer la vie, et qui doit être puni. L'acte central du film, l'attaque du T-Rex, se passe de nuit sous une pluie torrentielle. C'est en fait un désastre biblique qui frappe le parc, le déluge. Ce déluge noie d'ailleurs la mini-arche de Noé, recréée par Nedry dans la bombe de mousse à raser, qui contenait l'ADN de tous les dinosaures du parc. Ce film, basé sur la création, que ce soit la création des dinosaures par la génétique dans la fiction ou par les images de synthèse dans la réalité, va être obsédé par cette idée. Il ouvre ainsi sur une citation quasi littérale du livre de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le logo universal, la terre, surgit du néant. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme. On a le générique sur fond noir. Puis, que la lumière soit, fiat lux, et la lumière fut. La création, le dinosaure dans sa cage, arrive vers l'écran comme une grande lumière. » Du côté de la psychanalyse, on a bien de quoi s'amuser aussi. En effet, on a d'une part tout ce qui est associé au féminin, représenté par Isla Nublar, sa nature luxuriante, ses chutes d'eau. L'eau, c'est la matrice, la source de la vie, la soupe originelle dont nous sommes tous sortis. Il faut également rajouter à cela le fait que tous les dinosaures qui habitent cette île sont des femelles, on le rappelle. Oh, because all the animals in Jurassic Park are female. Et en opposition, on a la part masculine de cette création, faite de façon artificielle, et qui s'oppose à la création divine. Elle est associée par Malcolm d'ailleurs à un viol de la nature. Cette pénétration de la nature est métaphorisée par les tunnels creusés par les équipes de recherche pour trouver les moustiques piégés dans l'ambre. Cette opposition et cette impossibilité de procréation va travailler le film dans toute sa première partie. Les dinosaures femelles ne peuvent pas se reproduire, et Alan et Ellie, qui sont présentés comme un couple à la base, mais qui sont pas vraiment un couple. By the way, Dr. Sattler, she's not like available, is she? Why? Leur relation est super étrange, c'est comme s'ils avaient mis « c'est compliqué » dans leur statut Facebook. Le principe du film dans sa deuxième partie sera, comme le dit Malcolm, Life finds a way. Il va falloir trouver un moyen pour les dinosaures femelles de se reproduire, et pour Alan d'accepter son statut de père. Il y a un plan qui métaphorise ça à la perfection et que je trouve génial. C'est le moment où, dans l'hélicoptère qui arrive sur l'île, Grant n'arrive pas à s'attacher, parce qu'il ne trouve que 2 ceintures femelles. Après un essai infructueux, il réussit quand même à s'attacher avec en faisant un nœud. On a réussi avec 2 femelles à recréer l'acte qui était originalement prévu. Et c'est exactement ce qui va se passer avec les dinosaures. Nature always finds a way. Les dinosaures femelles arriveront à se reproduire en utilisant la génétique qui les a créés, les gènes de grenouilles que Hammond a insérés pour combler les manques dans l'ADN fossilisé. En effet, les grenouilles peuvent changer de sexe lorsqu'il y a trop d'individus d'un même sexe dans la population. Et comme les dinosaures qui peuvent finalement enfanter, ce couple primordial, Adam et Ève, va apprendre à découvrir la parentalité. Alors que les enfants dégoûtaient Grant au début du film, son dégoût des enfants est illustré aussi dans le dialogue. Oh, Ellie, look, they're noisy, they're messy, they're expensive.
Cheap. They smell. They do not Some of them smell. Baby smell. Mais il est également illustré par la castration métaphorique de l'enfant au début qui compare le vélociraptor à une grosse dinde. More like a 6-foot turkey. Cet enfant est le premier à ne pas s'émerveiller devant les dinosaures. Il fait partie des aveugles du film, comme Nedry. Il compare le dinosaure à une dinde, exactement comme Nedry comparera le dilophosaure à un chien, en lui lançant un bâton. See a stick? See a stick? Yeah. Stick. Stick, stupid. That's a stick, boy. Look at this. You get it. And no wonder you're extinct. Cette scène de castration métaphorique est importante, parce que la griffe de raptor qu'il utilise reviendra dans une scène cruciale. Après avoir fui le T-Rex, Grant est forcé de devenir le père symbolique des deux enfants, Lex et Tim, abandonnés par leurs parents en plein divorce sur cette île potentiellement dangereuse, et abandonnés par leur grand-père à ces inconnus dans les voitures. Grant va donc être forcé de s'occuper de ses enfants qu'il évite au départ, qu'il va au fur et à mesure prendre en affection en acceptant enfin son rôle de père, après avoir niché dans un arbre avec eux, au sens propre de nicher, la nidification, là où on couve les œufs et où naissent les enfants. Et c'est à ce moment précis qu'il va choisir de jeter sa griffe de vélociraptor, le symbole de sa masculinité castratrice. Et évidemment, dans la scène immédiatement après, ils découvriront ensemble le symbole de cette paternalité réussie, le symbole de la reproduction, les œufs de dinosaures. On parlait du parallèle entre l'enfant du début et Nedry, mais c'est pas le seul enfant que la mise en scène va lier à un adulte. En effet, Spielberg va également lier Tim à Grant dès leur rencontre. Ils sont habillés de la même façon, tous deux en chemise bleue avec un bandana. Tim est comme un mini Grant en fait. Il imite son idole, son papa en puissance. Comme toujours chez Spielberg, enfant du divorce dans les années 60, une époque où le divorce était extrêmement rare, c'est un film sur la construction d'une famille de substitution. Au départ, pour Grant, garder les enfants c'est pire qu'affronter le T-Rex. On peut facilement faire un parallèle avec La Guerre des Mondes, qui est un film qui raconte symboliquement une crise familiale à l'échelle planétaire. L'attaque extraterrestre et la destruction de New York correspondent au plus haut de la tension entre Tom Cruise et ses enfants, à la fugue de son fils, et à sa fille qui lui dit qu'elle préférerait être chez sa mère. Tout le film va œuvrer à réunir cette cellule familiale, le mot cellule comme les cellules bactériennes qui tueront les extraterrestres. C'est pas du tout utilisé par hasard, parce que c'est tout le cœur de la problématique du film justement. Les extraterrestres ne sont finalement que très secondaires, et métaphorisent les épreuves à affronter afin de se rapprocher et retisser les liens qui s'étaient brisés avec le divorce. You're an asshole. Hate coming here. On en revient, comme je l'avais dit dans Indiana Jones, sur Spielberg qui a vécu le départ de son père comme un traumatisme. Allez, maintenant qu'on a discuté Bible, péché, viol, pénétration et divorce, chouette! Passons maintenant au cœur de l'analyse de cette dernière partie, le côté encore plus méta que le film dans le film et le making-of du film dans le film, c'est l'analyse du fonctionnement du système hollywoodien et sa remise en question par Spielberg. Eh oui, j'avais dit, c'est très dans Jurassic Park, hein, j'avais prévenu. Hold on to your butts. Commençons donc au début du film, au recrutement de Grant et Ellie par Hammond, une scène que j'avais sciemment éludée jusqu'à présent. La séquence se passe sur leur site de fouille. Grant y est vu comme l'antithèse totale de tout ce que peut être Hammond. Il est le petit paléontologue qui déterre ses ossements à la brosse à dents, totalement allergique à toute technologie. Il fait d'ailleurs se brouiller l'écran du sonar quand il le touche, la nouvelle technologie qu'il abhorre. I hate computers. This new program's incredible. A few more years development and we won't even have to dig anymore. Where's the fun in that? Grant est l'image de l'ancien cinéma, l'une des deux facettes de la personnalité du cinéaste Spielberg. Son attachement à ce cinéma traditionnel, dont il est l'héritier, est étonnamment de nos jours l'un des derniers dépositaires, alors qu'il est finalement également, avec James Cameron, le père du nouveau cinéma tout numérique. Il est à cheval entre les deux, le classique et le moderne, ce qui est le sujet de son dernier film, Ready Player One. Même s'il est un pionnier dans les effets spéciaux et les trucages depuis ses premiers films, il reste très attaché au cinéma classique et à la réalité de ses effets. Et ça, depuis Les Dents de la Mer. Sur le tournage des Dents de la Mer, il était très inquiet du réalisme du requin. Il voulait au départ tourner tout le film avec un vrai requin blanc. Et après quelques essais, il a découvert que techniquement c'était pas tout à fait possible. Il n'était pas du tout satisfait de Bruce, l'animatronique du requin. Surtout qu'il a insisté pour tourner en pleine mer, et non pas en bassin. Ce qui était hyper problématique, parce que l'animatronique de Bruce n'arrêtait pas de rouiller. Spielberg a donc modifié tout le film pour le cacher le plus possible. Et c'est finalement ce qui fait toute la maestria du film. Spielberg ne cède jamais à la facilité.
Il a toujours été d'une conscience professionnelle absolue, contrairement à ce que la critique, qui a très longtemps craché dessus, voulait bien faire croire. On s'en rend pas bien compte de nos jours parce qu'avec la liste de Schindler et le soldat Ryan, il est passé du côté des cinéastes sérieux. Mais jusqu'à Schindler, il était considéré comme la lie des réalisateurs, un gros dégueulasse qui savait pas quoi faire de son argent tellement il en avait. Et il était représenté comme ça, par exemple dans les Guignols de l'info version anglaise dans les années 80, regardez. Ce qui lui était reproché fin des années 70, début des années 80, c'était en fait son succès. D'avoir réussi à parler aux spectateurs, de toucher une corde sensible. Ce qui, en 7 ans et 4 blockbusters, en a fait le cinéaste le plus lucratif que le monde ait jamais porté et ne portera jamais. Son succès était tellement monstrueux qu'à une époque, pour les cinéphiles, aimer Spielberg c'était vraiment considéré comme une faute de goût. Être comme tous ces moutons qui vont voir ces films décérébrés et infantilisants. Ça avait fait un tollé d'ailleurs quand Christophe Gans, le réalisateur du Pacte des Loups, était entré à la Fémis, la grande école du cinéma français en 1991, en citant Spielberg comme son cinéaste favori au grand oral. Il a vraiment failli se faire saquer. Comme moi d'ailleurs, qui me suis fait vraiment saquer pour le coup à l'oral de la Fémis pour avoir cité Bryan Singer et David Fincher comme des figures de proue du cinéma moderne. Le jury a pas trop compris, donc ils m'ont saqué. Revenons à Spielberg, qui reste très attaché au côté traditionnel du cinéma. Ce à quoi les paroles de Grant font d'ailleurs écho. Du début, la dématérialisation totale du cinéma, déjà en 93, c'était une inquiétude pour Spielberg. Le tournant qu'allait prendre l'industrie avec l'arrivée des images de synthèse, alors que, paradoxalement, il en était un des pionniers. Il reste finalement extrêmement attaché à la matérialité du cinéma. Spielberg est l'un des rares cinéastes à encore filmer en pellicule, alors que 95% des films à Hollywood sont aujourd'hui filmés en numérique. Et surtout lorsqu'il fait du performance capture, du cinéma virtuel, comme dans Tintin ou Ready Player One, même s'il n'a pas physiquement besoin de caméra sur le tournage, vu qu'il peut choisir, après la capture de la performance des comédiens, comment il va positionner sa caméra et agencer ses plans, il préfère tout imaginer avant et figurer sur le plateau une caméra artificielle. Une caméra qui a d'ailleurs été créée spécialement pour lui, la Simulcam, qui lui permet sur un tournage en performance capture de continuer à concevoir sa réalisation de façon traditionnelle. I needed to know where to put my camera, so they created an avatar for me that you never get to see. But my avatar had a virtual camera. I could either do frame grabs, or I could do actual shots by walking through the virtual sets. I'm getting shots on a V-Cam in a V-World. This is crazy. Alors que James Cameron et Robert Zemeckis sont eux passés complètement de l'autre côté. On a ainsi les 3 plus grands pionniers vivants du cinéma qui font le même genre de film, mais qui les conceptualisent de façon radicalement différente. Et ça, c'est passionnant. Donc dans Jurassic Park, on a Grant qui représente la part de Spielberg, qui est le réalisateur de films farouchement indépendants et réfractaires à la technologie. Qui fait tout à la main et qui préférera les maquettes aux images de synthèse. Dr. Grant's not mission compatible. Comme Spielberg, Grant est un passionné. Il parle avec emphase des vélociraptors, il est le cinéaste enjoué par son média, qui prend à cœur ce qu'il fait, pour qui l'argent n'est pas une fin en soi. Il vit d'ailleurs complètement à crédit, et il aime être en opposition totale avec Nedry, l'employé du grand studio, qui n'hésite pas à compromettre la totalité du projet et à vendre ses secrets aux plus offrants, et à qui la finalité, la qualité artistique, importe peu, tant qu'il gagne le plus d'argent possible. Le parallèle est assez marrant parce que l'assistant de Grant est émerveillé par ce nouveau programme qui leur permet de voir dans le sol, la nouvelle technologie comme il l'appelle, qui est complètement risible en comparaison de ce qu'a réussi à faire le grand studio à côté, avec la création de dinosaures vivants, qui est un parallèle avec les images de synthèse, alors que eux ont créé une image en 220p toute pourrie en noir et blanc qui saute sur un écran cathodique. Spielberg pousse à bout la métaphore du cinéaste indépendant face aux gros producteurs lors de l'arrivée de Hammond en hélicoptère, avec ses gros sabots qui balayent tout sur son passage, qui compromet la délicatesse du travail de Grant qui bossait avec une brosse à dents, et qui menace de détruire son travail sans même s'en rendre compte en fait. Ce qui est en fait en ce moment le cas avec Disney Marvel, mais ça on va en reparler dans quelques minutes. L'arrivée de Hammond marque aussi la tentation, parfois même l'obligation pour les petits réalisateurs, de faire parfois des gros films de studio pour pouvoir continuer à financer leur indépendance. En fait exactement comme Spielberg qui a accepté de faire Jurassic Park pour qu'Universal lui permette de faire la liste de Schindler finalement, qui je le rappelle sur le papier est un film d'époque de 3 heures en noir et blanc qui parle des camps de concentration. Le producteur a dû se dire mais qui va vouloir aller voir ça? On a vraiment l'impression que le scénario de Jurassic Park raconte exactement la carrière de Spielberg et son mode de fonctionnement mot à mot. C'est le film d'auteur ultime en fait.
On parlait de réflexion, au sens propre du terme, du miroir entre la réalité et la fiction, en parlant de Ready Player One, Abyss et Avatar dans l'épisode 0. Mais on a vu Jurassic Park suit exactement le même procédé, qui est marqué en profondeur par cette ambivalence, où Spielberg, à ce moment de sa carrière, se pose réellement la question de qui il est entre Grant et Hammond. Et il nous montre en fait qu'il est les deux, il a un pied dans les deux mondes, et c'est ça qui fait sa force et son universalité. Il est à la fois farouchement indépendant, il a créé Amblin, son propre studio de production, pour rester justement indépendant, puis DreamWorks SKG, Spielberg, Katzenberg, Geffen, mais il est aussi, de façon totalement dichotomique, celui qui a redonné leur force au studio en inventant le blockbuster à la fin des années 70. Il est lui-même le plus gros paradoxe de Hollywood. On reproche souvent à Spielberg d'avoir enterré ce qu'on appelait le nouvel Hollywood, ce cinéma très indépendant des années 70, mais il faut se souvenir en fait que ce cinéma-là s'est enterré tout seul. Allez, on va se faire une petite leçon d'histoire du cinéma en quelques minutes pour mieux comprendre la place de Spielberg dans l'histoire du cinéma et à Hollywood. Les rouages. À la fin des années 60, les géants du cinéma, Cecil B. 2000, Anthony Mann, John Ford, Alfred Hitchcock, Orson Welles et les autres, avaient déserté les studios après une époque faste, laissant un immense vide dans lequel se sont engouffrés ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. Des réalisateurs hyper intellectuels, bercés par les velléités des auteurs de la nouvelle vague française des années 60, ceux qui avaient fait leurs armes au cahier du cinéma et qui défendaient une vision autorisante du cinéma. Les années 70, c'est une époque dorée où les studios ont financé des films qui n'auraient jamais pu exister avant. Et pourquoi? Parce qu'en 1968 a été aboli le code Hays à Hollywood, qui régissait tout le cinéma hollywoodien. C'était un code de censure morale très prude, qui avait été édifié par des associations religieuses et des ligues de vertu ultra conservatrices, qui disait par exemple qu'un baiser au cinéma ne pouvait pas durer plus de tant de secondes, je crois que c'est 5 secondes, qu'on pouvait voir une épaule mais pas une cuisse. Tout ça pour ne pas corrompre la santé morale des enfants ou des adultes, ça c'était dans le code. Et ce code régissait toutes les productions cinématographiques américaines, aucun film ne passait outre. Et c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de scène de cul, de gros mots, de drogue ou d'homosexualité ou de violence à l'écran avant 1968. En fait, entre 1934 et 1968. Parce qu'avant, il y avait tout ça. Et une fois qu'il a été aboli, il a été remplacé par le Film Rating System. Ces lettres G, General Audience, PG, Parental Guidance, R, Restricted, interdit aux moins de 17 ans non accompagné par des adultes, et X, interdit aux moins de 17 ans. Le Film Rating System a donc permis de faire un petit peu ce qu'on voulait dans les films, mais il fallait s'attendre donc à ce que certaines catégories de population ne puissent pas aller voir certains films au cinéma, s'il était trop violent ou sexuel. Et d'ailleurs, c'est Spielberg lui-même qui a forcé l'invention du fameux PG-13, inapproprié pour des enfants dessous de 13 ans, avec la sortie de Indiana Jones et le Temple Maudit, parce que la scène de l'arrachage du cœur a apparemment traumatisé les censeurs, mais ils pouvaient quand même pas interdire le film aux moins de 17 ans, d'où l'invention du PG-13. Donc dans les années 70, les studios étaient vides et se sont engouffrés toute la bande d'intellos hyper cinéphiles que sont les Martin Scorsese, Brian De Palma, Michael Cimino, Francis Ford Coppola, William Friedkin, Dennis Hopper, George Lucas. Oui, parce qu'au départ, George Lucas faisait des films intello indépendants. Est alors né le cinéma américain des années 70, dont les grands thèmes, outre des effusions de violence assez extrêmes comme la fin de Taxi Driver, sont souvent marqués par une défiance vis-à-vis du gouvernement. Et ces grands thèmes, c'est dû, d'une part, au scandale du Watergate en 1972, à l'enlisement dans la guerre du Vietnam et à une violence omniprésente sur les écrans de télévision à l'époque, avec des reportages sur les exactions des militaires américains au Vietnam. C'est aussi la première fois où l'Amérique n'apporte plus un respect sans borne à ses soldats et à son armée, ce qu'on peut voir dans Voyage au bout de l'enfer. Naissent ainsi des films désespérés et existentiels d'une rare violence qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant, comme Taxi Driver justement, ou Massacre à la tronçonneuse. Les films des années 70 sont le reflet d'une Amérique malade et sclérosée. Des films qui ont analysé de plus en plus profondément et de façon de plus en plus grandiose ce mal-être. Des films de plus en plus longs et de plus en plus chers, de plus en plus insensés ont ainsi été tournés. 3 exemples ressortent de cette démesure. C'est Francis Ford Coppola qui, en 1976, est parti au Vietnam tourner Apocalypse Now en demandant des chèques en blanc au studio et qui, une fois sur place, n'arrêtait pas de repousser la fin de son tournage complètement dantesque, qui a duré 240 jours au lieu des 110 initialement prévus, et dont le budget fixé à 13 millions de dollars au départ a fini à 30 millions. Mais William Friedkin en fait a fait exactement la même chose avec Sorcerer, dont le tournage a duré 10 mois de cauchemar en Amérique centrale, passant d'un budget de 2,5 millions à 22 millions, et qui lui n'a réalisé que 9 millions de recettes au box-office mondial.
pas juste même sur le sol américain. Un échec atrocement cuisant, qui a fait que de nombreux cinémas ont dû remettre à l'affiche, à la place, le film qui était sorti la semaine précédente, un certain Star Wars. Mais le parangon de cette folie, que vous connaissez peut-être, c'est La Porte du Paradis, de Michael Cimino. Un projet complètement dément, qui est presque pour lui seul coupable de la fin de cette époque dorée des esprits indépendants du cinéma américain, totalement affranchi des studios. Les studios, ces vulgaires producteurs qui avaient juste la basse tâche de signer les chèques et en plus de pinailler sur quelques dizaines de millions de dollars de dépassement de budget, franchement. Et en effet, sur le tournage de La Porte du Paradis, Cimino a juste pété un plomb. Il y a plein d'anecdotes, mais par exemple, à un moment, il n'était pas content de la largeur entre deux immeubles d'un côté et de l'autre d'une rue, des immeubles qui avaient été entièrement reconstruits en plein milieu du désert pour le film, alors il a ordonné de démolir totalement cet immense décor. Son équipe lui a proposé de démolir juste un côté pour pouvoir élargir la rue, de l'autre côté. Normal quoi, mais non, il a voulu tout détruire pour tout reconstruire, pour 1 million de dollars supplémentaires. C'est un film qui accusait déjà 10 jours de retard au 12e jour de tournage. Et le budget initialement prévu à 7 millions de dollars, comme quoi les 1 million de dollars tout à l'heure fichus à la poubelle c'est pas rien, le budget donc de 7 millions est passé à 44 millions au fur et à mesure des retards. Ce qui fait en dollars constants un film à 160 millions de dollars aujourd'hui, soit 2 fois le budget qu'aurait aujourd'hui Jurassic Park, et 4 fois le budget du premier Star Wars, pour ne rapporter finalement que 3 millions au box-office mondial, ce qui en fait le plus gros flop de l'histoire du cinéma. Le fait est que ce faste d'indépendance des cinéastes des années 70, qui poussait beaucoup trop loin l'exubérance au nom de l'art, n'était pas financièrement viable en fait. Le cinéma est un art certes, mais avant tout une industrie. Ce qu'ont bien en fait compris Spielberg et George Lucas, que la critique à l'époque avait jugé coupable, avec l'avènement des blockbusters, de la chute du nouvel Hollywood. Parce qu'ils ont été les premiers qui ont été propulsés au sommet des sommets comme jamais avant dans l'histoire du cinéma. En effet, Les Dents de la Mer, qui est considéré comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, même si Le Parrain en avait posé les jalons, est sorti à la même époque que les autres flops dont on parlait. Un film qui, même hors budget, a coûté 9 millions de dollars à faire et en a rapporté 470 millions. Spielberg s'est donc retrouvé dans la ligne de mire de la critique, qui lui mettait sur le dos la chute de tous ses compères des années 70, alors qu'il avait juste su plaire à ce nouveau public, réinventer Hollywood en profondeur, mais sans pour autant renoncer à son indépendance et surtout à son intelligence. C'est beaucoup d'envie et de jalousie malheureusement de la part de ces critiques et de ces cinéastes, qui ont certes créé des œuvres absolument magistrales, de Easy Rider à Voyage au bout de l'enfer, en passant par Le Lauréat et L'Exorciste, mais c'était des films durs et exigeants, qui, en leur temps, ont réussi à trouver un public marqué par ces temps complexes des années 70. Et on reviendra sur cette époque absolument passionnante des années 70 quand on parlera de L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse ou Délivrance. Mais à l'orée des années 80, le public de l'Amérique des années Reagan, beaucoup plus jeune, avec le développement incroyable des cinémas de quartier, cherchait plus de positivité et de naïveté dans les films. Il cherchait dans le cinéma en fait une façon de s'évader, plutôt que d'y trouver un reflet beaucoup trop cru de leur société. Et c'est ainsi en fait que sont nés les cinéastes que la critique a taxés d'infantilisants. Ceux qui parlaient à ce nouveau public justement, les Spielberg et Lucas, qui se prenaient à rêver avec leurs films, qui, sous couvert de films plus légers, interrogeaient en fait également en profondeur leurs médias et leur société. Mais comme c'était beaucoup moins évident parce qu'ils utilisaient le langage cinématographique et tout un système de référence à un ancien cinéma, et non un message directement politique dans leur scénario, qu'ils ont longtemps été, et même jusqu'à maintenant, incompris par la critique et les intellectuels. Bon, maintenant que vous comprenez un peu mieux d'où vient l'animosité de la critique à l'égard de Spielberg, et que vous comprenez mieux de quelle époque il est issu, revenons à ce que ça symbolise dans Jurassic Park. On a donc vu que Grant symbolise dans le film le réalisateur indépendant, qui revendique tant bien que mal cette indépendance face à son producteur, ici évidemment représenté par Hammond, qui finance son projet et ses fouilles, et qui vient se mêler de ses affaires. Hammond est le producteur sur lequel on crache, mais à qui il faut quand même faire la révérence pour obtenir des fonds afin de continuer à garder sa simili indépendance et perpétuer son savoir-faire considéré comme antique. So I can see that my 50,000 a year has been well spent. Okay, who's the jerk? Dr. Sattler, but Did I say we're in a jerk? wee bit of a hurry. Just get a glass or two, that's all. No, I can manage this. Spielberg va ainsi opposer, questionner, puis réunir tout au long du film, métaphoriquement, l'univers des cinéastes indépendants face à l'univers de ce qu'on appelle les majors, les gros studios.
Les majors ont l'argent et la technologie pour créer des films à sensation, le parc Jurassic, mais aussi pour financer le cinéma indépendant, les fouilles de Grant. Hammond représente ainsi la part richissime producteur de Spielberg. On avait déjà vu dans la première partie que Hammond, avec sa barbe, ses lunettes et son couvre-chef, était le double de Spielberg dans la fiction. Il apparaît d'ailleurs dans la caravane, éclairé par des faisceaux lumineux tout de blanc vêtus, comme s'il était lui-même un écran de cinéma, comme s'il incarnait le réceptacle de tous les rêves qui peuvent se projeter sur lui, ou grâce à lui. Comme l'Arche dans Les Aventuriers de l'Arche perdue était ce réceptacle des rêves, le symbole du projecteur du film. Et pour renforcer cette symbolique, Hammond deviendra d'ailleurs lui-même une créature de cinéma, projetée sur un écran au sein même de sa propre fiction. C'est du moins son rêve naïf, croire qu'il peut tout contrôler, contrôler le processus créatif, alors qu'il est finalement soumis à des lois qu'il ne contrôle pas. On a ainsi le miroir entre Hammond face aux lois de la nature et Spielberg face aux lois de l'économie des studios. Ces forces supérieures qui font qu'ils vont voir leurs recherches sur les dinosaures et la génétique pour l'un et sur les images de synthèse pour l'autre, utilisées à mauvais escient. Ce parallèle et cette symbolique viennent des idées de Spielberg lui-même, qu'il a demandé à David Coeb, son scénariste, d'intégrer au script. En effet, dans le livre, Michael Crichton présente le personnage de Hammond, et je cite, comme un Walt Disney maléfique, ce qui est en fait un contresens, parce que Disney était, comme Spielberg, un grand inventeur et un grand naïf. Mais en effet, avec la mort de Walt Disney en 1966, ça a entraîné un énorme vide dans les productions Disney. On est passé d'un chef-d'œuvre absolu tous les 2 ans à peu près, à une décennie des années 70 où sont uniquement sortis genre les Aristochats, Robin des Bois et Bernard Bianca, qui sont franchement pas les plus mémorables des Disney. Il y a eu un gros vide laissé par sa mort, dans lequel se sont justement engouffrés Spielberg et Lucas, qui ont pris la relève de Disney auprès des plus jeunes dans les années 80. Et c'est pas avant les années 90 que Disney a pu reprendre du poil de la bête grâce au succès hallucinant de Roger Rabbit, avant de se transformer 20 ans plus tard en empire du mal avec le rachat de Marvel et Lucasfilm entre 2009 et 2012 pour 4 milliards de dollars chacun. Alors, je vais prendre un petit moment pour faire ce que j'aime pas trop faire, c'est cracher sur des films. Parce que je préfère parler de trucs que je trouve super cool et intelligents, et pas de trucs que je trouve débiles. Mais pour appréhender le cinéma en tant que art, je pense que c'est important à un moment de se pencher sur ce cas. Donc, à partir du rachat de Lucasfilm et Marvel, qui ont donc coûté 8 milliards de dollars à Disney, il a fallu rentabiliser cette fortune à tout prix. Et toute l'inventivité et la naïveté qui avait fait la force de Disney va totalement s'estomper à partir de ce point pour favoriser la rentabilité extrême et absolue de leurs films, qui ne seraient plus faits par des cinéastes, mais par des conseils d'administration et des experts en marketing. John McTiernan, le réalisateur de Die Hard, l'avait bien compris et je le cite. Le vrai souci vient des exécutifs des studios, qui ne s'intéressent qu'au pouvoir et à l'argent qu'ils peuvent se faire. Par le passé, les exécutifs étaient cinéphiles, mais les gens qui ont suivi cette génération n'y connaissent rien. Il m'est arrivé de me retrouver dans des réunions où personne ne savait qui était Federico Fellini. Ils pensaient que c'était un caméraman, ça m'a rendu dingue. Voilà ce que dit John McTiernan. La magie du cinéma et tout ce qu'il pouvait y avoir de gestes artistiques dedans a laissé place à un rouleau compresseur capitaliste démoniaque, laissant de côté toute liberté artistique pour uniquement se concentrer sur ce qui était rentable par des études de marché. Et une fois la recette trouvée, la multiplier à foison jusqu'à l'écœurement le plus total. Il a fallu absolument produire et encore produire, jusqu'à atteindre entre 2013 et 2019 un rythme de croisière de 5 à 6 blockbusters par an pour Disney Marvel, un tous les 2 mois, pour que jamais à un seul moment il ne puisse y avoir un autre film qui puisse cartonner à la place d'une production Disney Marvel. Le but était de totalement écraser la concurrence, de faire peu à peu mourir les autres studios devant la terrible puissance de ce nouveau géant. J'avais déjà expliqué dans mon étude sur George Lucas et Indiana Jones que je reprochais à l'appauvrissement des Star Wars de J.J. Abrams par rapport à l'univers absolument délirant de George Lucas. Et je dirais la même chose à propos des Marvel, où en fait je rejoins Martin Scorsese quand il dit que les productions Marvel, c'est pas du cinéma. The Marvel type pictures, it's not cinema, it's something else. We shouldn't be invaded by it. Attention, je dis pas que tout est à jeter, parce que cet univers a des qualités d'écriture indéniables. Ils ont réussi à prendre des personnages créés dans les années 40 et 50 et leur donner une raison d'être de nos jours. Ce qui est un peu moins le cas pour le Superman de Zack Snyder par exemple. Ils ont réussi à articuler des univers pour faire se rejoindre des films, ce qui n'était pas évident à la base. Et ils ont réussi à créer des ballets visuels lors des combats qui sont pas sans le moins d'intérêt. C'est joli parfois, certes, mais pour Scorsese, et je partage sa vision, le cinéma est un art à part entière avec un grand A. La vision d'un artiste à propos d'un sujet qui va finalement le transcender.
Et la vision, c'est justement ce qui manque à l'univers Marvel, qui, à force d'essayer de faire se chevaucher des univers, s'est finalement complètement uniformisé, dans le sens formel de la chose. Comme si tous les films étaient sortis du même moule, qu'ils avaient tous été faits par le même réalisateur. Si bien que la cinématographie de Avengers Endgame est finalement exactement la même que les 22 autres films Marvel qui l'ont précédé. Les réalisateurs de chaque film sont totalement interchangeables, alors qu'il y a plus de 15 réalisateurs différents sur la saga. On a l'impression d'une continuité dans les films. Il n'y a finalement dans ces films aucune part pour l'inventivité, la personnalité d'un réalisateur qui pourrait insuffler une nouvelle vie, du renouveau à cet univers. Ce n'est pas du cinéma, dans le sens que ça ressemble bien plus à une série télé dans la forme que ça prend, où à chaque fois qu'on va au cinéma voir un Marvel, on n'est jamais surpris. Exactement comme quand on va au McDo, on sait exactement le goût que ça va avoir avant même de le goûter. Essayez d'imaginer par exemple un Marvel réalisé par le Tim Burton des années 90. Mais non, parce que l'esprit Marvel c'est la série télé, et comme pour une série, il y a un showrunner, qui chez Marvel s'appelle Kevin Feige, qui va donner la direction artistique que doit prendre la série. Le réalisateur n'a plus grand chose à faire au terme formel, parce qu'il travaille dans des carcans extrêmement fixes. Il a juste à poser sa caméra. Comme quand on regarde un épisode de 24 heures chrono par exemple, où il y a les petites cases dans lesquelles évoluent les personnages en parallèle, et ça c'est dans tous les épisodes, on peut pas y déroger. C'est pour ça que je trouve finalement normal le fait que Disney ait décidé de plus sortir ses films au cinéma, mais uniquement sur Disney+, aux États-Unis en tout cas. C'est un cheminement finalement parfaitement logique de la série télé qu'est Marvel. Mais je suis quand même très curieux de ce que va faire Sam Raimi avec Doctor Strange 2. On va voir s'il se fait pas complètement bouffer par le rouleau compresseur Marvel. Je reviens encore une minute sur ce que dit Scorsese quand il dit que Marvel c'est pas du cinéma, parce que je sens qu'il y en a qui vont tiquer. C'est que Scorsese voit le cinéma en tant qu'art. Et il a peur de ce rouleau compresseur qui entraîne la perte d'identité dont nous parlions. Il a peur de l'uniformisation qu'il entraîne. On va faire une analogie que j'aime bien pour que ce point de vue soit plus simple à comprendre. Imaginez la même chose, mais en peinture. Exemple théorique. Ma grand-mère a passé ses vacances en Provence et elle a pris avec sa tablette une photo de la montagne Sainte-Victoire. Elle rentre chez elle à Étampes et elle peint la montagne Sainte-Victoire dans son salon d'après la photo un peu floue qu'elle a prise avec sa tablette achetée sur Wish. Voilà, on a un premier tableau peint par mamie. De l'autre côté, on a Paul Cézanne, qui peint lui aussi la montagne Sainte-Victoire. Quel copieur ce Cézanne. On a donc deux tableaux qui figurativement représentent la même chose. On pourrait se poser simplement la question, lequel est le plus joli? Voilà un premier niveau de réflexion esthétique. Mais ça engage la sensibilité de chacun. Et jamais je n'irai contre l'avis de quelqu'un qui dit « celui-là est le plus joli ». C'est un point de vue, une sensibilité. Maintenant, il y a un second niveau de lecture, qui fait que Cézanne, lui, est exposé au musée d'Orsay. Et bizarrement, pas ma grand-mère, alors qu'elle peint super bien mamie, hein. Mais ça, c'est la profondeur, la réflexion qu'il y a derrière. Tout ce pourquoi je me décarcasse à vous présenter ces épisodes. Mamie, elle fait des peintures grave cool avec ses aquarelles de chez Leroy Merlin pendant son cours de peinture le mardi entre 10 et 11. Ouais, elle y va avant son circuit de motocross avec le club du 3e âge. C'est trop une bikeuse, mamie, c'est son dada. Et de l'autre côté, on a Cézanne, qui lui a dévoué sa vie à ce tableau, à la représentation de cette montagne en particulier, qu'il a peint 80 fois au cours de sa vie, sur les 300 toiles qui lui sont attribuées. Plus d'un quart représente ce massif montagneux. Et à travers ce même sujet, il interroge la peinture dans son ensemble, sa propre sensibilité, l'évolution de sa pensée picturale tout au long de sa vie, en repeignant toujours le même tableau, encore et encore. Mais un même tableau qui évolue sans cesse. Les premières représentations de la montagne Sainte-Victoire commencent en plein dans l'impressionnisme, en 1885. Un peintre en harmonie avec son temps. Mais sur les 15 ans où il a traité ce sujet, entre la première et la dernière toile, sa réflexion a complètement évolué. À force de se questionner sur, je cite, la représentation sur l'existence du réel, le réalisme de la peinture et l'enseignement que l'on doit faire à travers de la peinture. Ce sont ses propres mots. À travers ça, il a fait évoluer l'impressionnisme et il a créé à lui tout seul un nouveau mouvement pictural, que les spécialistes ont nommé le post-impressionnisme. Un mouvement à part qui a lancé les bases de tout ce que deviendra le cubisme. Un mouvement qui, à travers la façon dont il est peint, est un reflet de sa société, de l'évolution de la peinture et une réflexion sur l'identité profonde du peintre. Comme toujours, je répète et je répéterai certainement 50 fois à travers ces épisodes, chaque avancée dans l'art est toujours motivée par une vraie réflexion profonde, une nécessité, où l'art transcende totalement son sujet. Et ainsi, uniquement à travers son étude de la montagne Sainte-Victoire, Cézanne est considéré comme le père de l'art moderne. Alors que ce que peint ma grand-mère, c'est juste un tableau qu'on accrochera dans le salon. C'est pas une réflexion sur l'art.
Alors oui, il est parfaitement possible que, confronté aux deux toiles dont nous parlions tout à l'heure, celle de Mamie Motocross et celle de Cézanne, votre goût porte à apprécier plus la peinture de cette badass de Mamie. Peut-être parce que les couleurs qu'elle aura utilisées vous plairont, ou que l'angle qu'elle a choisi vous parle un peu plus, ou tout simplement parce que ça irait bien dans votre cuisine. Mais il y a une différence cruciale entre les deux, et cette différence, ça s'appelle l'art, avec un grand A. De mon côté, même si je peux apprécier la toile de ma grand-mère et dire que c'est très joli, je préfère passer du temps à m'interroger sur la profondeur de la réflexion chez Cézanne. Vous voyez un petit peu le parallèle que j'essaye de faire avec Marvel, hein? Le cinéma Marvel, c'est juste filmé, comme ma grand-mère peint. Alors oui, il y en a qui trouvent ça joli, pas de souci, et ça coûte vachement plus cher que des aquarelles Leroy Merlin. Mais regardez cette scène de Avengers par exemple, c'est pas du Cézanne. Alors j'avoue, vous allez voir, j'ai piqué cet extrait à Tony Zhou parce qu'il est juste parfait. La scène ouvre sur un plan d'ensemble au QG des Avengers. Et tout est immobile. Il y a des acteurs devant, des figurants derrière, des vitres au fond, mais zéro mouvement, à part Nick Fury. Zéro émotion. Rien ne bouge. C'est juste du dialogue. Mais putain, un dialogue qui coûte super cher. Cinématographiquement, on a un plan d'ensemble, puis des plans serrés. Que des plans serrés. Et la caméra qui bouge, toujours dans le même sens. J'imagine tellement le dialogue entre Joss Whedon et son directeur de la photo. Alors on va poser la caméra là. Pourquoi? Parce que c'est joli, non? Ok, on la fait bouger? Bah oui quand même, sinon les spectateurs vont s'emmerder, non? Bouger comment? Bah je sais pas, un travelling sur des rails, c'est joli, c'est fluide, tout sympa. Ok, pourquoi? Bah je sais pas, on s'en fout, non? On va au bar après? Bon, alors, cette conversation n'a jamais existé, mais c'est tout comme. Les Marvel sont réalisés exactement comme ma grand-mère peint la montagne Sainte-Victoire, entre deux courses sur sa Honda. C'est joli, c'est parfois très bien écrit et très drôle, j'enlève rien à certaines qualités. C'est parfois même pas trop mal chorégraphié, même s'ils sont toujours les mêmes équipes en Europe de l'Est qui font toujours les mêmes cascades depuis 26 films. Donc une fois qu'on en a vu 3, on les a vraiment toutes vues, y a aucune invention. Mais oui, il y a les pierres d'infinité, ça brille et tout, shiny. Mais c'est pas du cinéma. Ou en tout cas, c'est pas de l'art. C'est justement cette réflexion, cet esprit artistique que j'aimerais éveiller chez vous. Attention, quand je critique Marvel, je dis pas que ma grand-mère ne devrait pas peindre, bien au contraire. Je dis juste que si elle était reproduite à 30 millions d'exemplaires dans le monde, je serais content pour elle, mais vraiment dégoûté que les gens disent que c'est incroyable, alors que Cézanne aurait dû avoir le même contrat pour réaliser ces 30 millions d'exemplaires. Ce que je veux pas, et ce que redoute Scorsese, c'est que ma grand-mère qui peint à son cours de peinture le mardi de 10 à 11, ça devienne le standard de base de la peinture dans le futur. Parce que les gens ne voient plus que ça, parce que justement elle est reproduite à 30 millions d'exemplaires. Et que Cézanne ne soit même plus visible parce qu'il ne vend pas aussi bien. Et donc que les éditeurs ne lui offrent même plus de reproduction. C'est ça que j'appelle le rouleau compresseur Disney, la standardisation, la perte d'inventivité. Rien à voir avec un cinéma pseudo-intello, plus lent ou sans image de synthèse. Et pas parce que l'inventivité ne rapporte pas d'argent, bien au contraire. James Cameron réussit à faire le plus gros succès de l'histoire du cinéma à chaque fois qu'il sort un nouveau film. Et Spielberg fait toujours un carton au box-office. Mais l'inventivité, le changement, la réflexion, ça fait peur aux studios, surtout à leurs actionnaires, qui savent pas si ça va marcher parce qu'on n'a pas de statistiques dessus. On sait pas si ça va marcher avant. Nous sommes dans un monde maintenant où tout est régi par des graphes, des statistiques et des tableaux. On sait tout ce qui plaît et on essaye de continuer à faire toujours la même chose ad nauseam jusqu'à l'écœurement. Quand on a de l'inventivité, un esprit fort, que ça change un petit peu, ça fait flipper. Mais si ça marchait pas, si on perdait de l'argent? Donc il faut que ça rentre dans les clous, refaire les trucs qui marchent. Un Stanley Kubrick ne pourrait plus exister de nos jours. Quelqu'un qui cherche à se renouveler sans cesse, imaginer de nouveaux moyens de raconter des histoires, qui n'a jamais fait de toute sa carrière un film qui ressemblait un tant soit peu au précédent. Et pourtant Kubrick, ça marche! Il remplissait les salles à chaque film. Mais le succès n'était pas garanti avant. Il fallait faire confiance à un génie. Ce qui n'existe plus maintenant, la confiance. La confiance, la liberté artistique est morte. Pourtant, ils ont assez de thunes chez Marvel pour risquer des choses, mais non. Ça s'est pourtant fait à une époque à Hollywood, la prise de risque. Mais maintenant que les studios n'ont jamais brassé autant d'argent, ils sont de plus en plus frileux d'en perdre. Et ça me désespère. Ce qui est très ironique dans cette histoire, c'est qu'à la sortie de Jurassic Park, il y avait eu exactement le même type de débat, d'ailleurs extrêmement violent, ici en France, où les médias exhortaient le public à justement ne pas aller voir Jurassic Park. Je vous en avais déjà touché un mot.
Les médias, comme d'habitude, face à un Spielberg, ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, jaugeant ça comme un cinéma hollywoodien infantilisant. Jurassic Park, on vous le dit, c'est les moutons de Panurge plus Spielberg. Lorsque Jurassic Park est sorti, tout est venu du fait que le film soit sorti 3 semaines après Germinal de Claude Berry avec Daniel Auteuil, la grande production française du moment. Et la presse s'insurgeait que les entrées de Germinal aient chuté drastiquement à la sortie de Jurassic Park, que les gens préféraient aller voir Jurassic Park plutôt que Germinal. Il y a eu ainsi des articles dans beaucoup de journaux et même à la radio demandant aux gens d'aller voir Germinal et pas Jurassic Park. Voyons, j'y vais ou j'y vais pas? La lutte a été tellement importante et a eu tellement d'impact à l'époque, c'est pour ça que je vous en parle, que c'est cet événement-là, l'écrasante victoire de Jurassic Park au box-office français, face à Germinal, un truc qui a terrifié les boîtes de production françaises au plus profond de leur être, que cet événement a donné lieu à la création par l'État, le CNC, les cinémas et les boîtes de prod françaises à l'exception culturelle française. Une loi qui vise à protéger les œuvres culturelles françaises des règles commerciales du libre-échange. Une loi qui dit que la création culturelle française, attention, pas les autres non plus, faut pas déconner, que la création culturelle française n'est pas un bien commercial comme les autres et doit être protégée. Alors, en soi, c'est très bien dans le concept, mais c'est une utopie totale. Avec le principe de l'exception culturelle, on a une production qui est complètement décorrélée de la qualité des films, puisque de toute façon, grâce à l'avance sur recette, les films sont produits et on s'en fout de savoir si ça marche ou pas. Parce qu'en fait, ils sont rentabilisés par les cinémas et par les blockbusters hollywoodiens que les gens vont voir. Ils sont où les thrillers noirs? Ils sont où les films d'horreur, les comédies musicales, les polars, les films de monstres? Des trucs qu'à une époque on avait en France, on avait ça dans les années 50. Bon alors, on en revient au point de départ. J'y vais ou j'y vais pas? C'est très drôle que pour la création de l'exception culturelle française, ça soit justement Jurassic Park qui était mis au banc de tout ce qui pouvait être culturel ou artistique. Il se faisait cracher dessus littéralement. Alors que Germinal était encensé comme le chef-d'œuvre ultime du 7e art. Manque de peau, c'était Claude Berry contre Spielberg, ils auraient vraiment pu trouver un autre cheval de guerre. Un film de science-fiction moyen, où la chose la meilleure, c'est les effets spéciaux, mais pour le reste, c'est tellement enfantin que les gens riaient, ils n'avaient pas peur. Si bien qu'après 30 ans ou presque, tout le monde a oublié Germinal et on célèbre enfin les qualités artistiques de Jurassic Park. Le monde est plein d'ironie parfois. Et ce qui est merveilleux dans Jurassic Park, c'est que Spielberg raconte ça à travers sa mise en scène. On a vu le parallèle que faisait Spielberg avec Grant sur ses fouilles à l'ancienne, en tant que réalisateur de l'ancien temps, qui utilise toujours la brosse à dents pour dépoussiérer les fossiles. Et en face, Hammond, le gros producteur qui vient de lui garantir de l'argent pour subventionner ses fouilles. À la condition qu'il vienne travailler d'abord sur son gros projet. Ce qui est exactement ce qu'avait fait Universal avec Spielberg, qui ont toléré qu'il réalise La liste de Schindler, à la seule condition qu'il fasse un gros film de studio avant, Jurassic Park. Et Spielberg interroge donc comment un réalisateur, face à un gros studio, peut continuer à garder son intégrité tout en faisant face à des enjeux financiers juste énormes. En effet, garder son identité d'auteur en faisant un film avec un gros studio est à double tranchant. Parce qu'une grosse production engage énormément de frais, donc énormément de pression mise par le producteur sur le réalisateur. Les producteurs qui, eux, gèrent l'argent, peuvent exiger beaucoup du réalisateur, à savoir modifier sa vision du film, demander à retourner des séquences, changer la fin, voire même virer le réalisateur s'il ne suit pas la ligne du studio et qui chercherait à imposer sa vision. Mais c'est ce qui s'est passé sur le tournage de Mission Impossible 3, où l'excellent et farouchement indépendant Joe Carnahan s'est fait virer par le studio et Tom Cruise et a été remplacé par le docile J.J. Abrams. Si vous connaissez pas Carnahan, regardez Le Territoire des loups avec Liam Neeson, c'est une pure merveille. Et suite au départ de Carnahan, le tournage de Mission Impossible 3 a dû être décalé d'1 an. Ce qui a ainsi forcé à intervertir sur le planning de Tom Cruise le tournage de Mission Impossible 3 et celui de La Guerre des Mondes. Spielberg a donc eu 1 an de moins que prévu pour préparer La Guerre des Mondes, qui est un incroyable film post-11 septembre, extrêmement riche, alors que J.J. Abrams a eu 1 an entier pour préparer cette merde infâme de Mission Impossible 3, qui filmait en gros plan comme un téléfilm. Pardon, je digresse, mais ne pas avoir eu Joe Carnahan sur Mission Impossible 3, ça m'énerve beaucoup, parce que ça aurait pu être une franchise absolument parfaite, entre De Palma, John Woo, Brad Bird et Macquarie. Et là, l'épisode de J.J. Abrams, ça foire tout. Mais à Hollywood, les différents artistiques, avec les réalisateurs un peu talentueux qui veulent imposer leur vision du projet, c'est assez régulier en fait. Ça a été pareil sur Ant-Man, qui aurait pu justement être un super Marvel.
Toute la pré-production du film a été faite par Edgar Wright, le réalisateur délirant de Shaun of the Dead, Scott Pilgrim et Baby Driver. Mais il s'est fait virer juste avant le tournage pour être remplacé par Peyton Reed, un tâcheron lambda, un yes man de studio. C'est d'ailleurs super ironique que Peyton Reed soit le réalisateur du film littéralement appelé Yes Man avec Jim Carrey. Et résultat, il y a des séquences géniales dans Ant-Man, celles qui ont été storyboardées par Edgar Wright, on se croirait presque dans 2001 l'Odyssée de l'espace, et d'autres scènes qui ressemblent à un téléfilm M6. Ça donne un film assez monstrueux, très étrange. Mais il y a aussi l'inverse, des producteurs qui laissent le réalisateur tourner leur film, et puis qui, après, vont le couper dans tous les sens, en changer la fin, et même aller jusqu'à tourner eux-mêmes de nouvelles scènes sans en parler au réalisateur. C'est ce qui est arrivé justement à John McTiernan sur Le 13e guerrier, qui est un film qui s'est fait amputer de plus de 1 heure par son producteur Michael Crichton. Oui, c'est bien le Michael Crichton qui a écrit le bouquin Jurassic Park. Crichton est d'ailleurs allé jusqu'à brûler les rushs de John McTiernan, pour être sûr qu'il ne pourrait jamais faire de Director's Cut un jour. C'est hyper violent. Résultat, ça fait toujours peur à certains auteurs-réalisateurs, un gros studio ou un gros projet important ou une franchise. À ces réalisateurs qui ont une vraie vision, une vraie intégrité, ceux qui ne sont pas des yes man justement, et qui voudraient donner de la personnalité et un vrai sens artistique à leur projet. C'était bien le souci de Stephen King avec le Shining de Kubrick. Stephen King ne retrouvait pas du tout l'âme de son œuvre dans le film de Kubrick, parce que Kubrick a fait le projet sien. Il s'est pas du tout contenté de l'adapter, il l'a totalement reconceptualisé. Et c'est aussi bien pour ça que Guillermo del Toro et d'ailleurs Spielberg lui-même ont tous les deux refusé de tourner Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban, parce qu'ils en ont eu peur. En voyant l'immense succès de la franchise, ils ont eu peur de se faire déposséder de la vision qu'ils auraient pu avoir du projet. Mais de façon très étrange d'ailleurs, Alfonso Cuarón, à qui Del Toro a donné le projet Harry Potter 3, a quand même réussi à imposer sa vision sur le prisonnier d'Azkaban. Ce qui en fait le meilleur des Harry Potter, un film qui a vraiment une personnalité, un film très différent des autres. Mais ça a tellement troublé les studios, parce que le film était radicalement différent des deux précédents, que pour tous les suivants, et pour qu'ils puissent être les seuls maîtres à bord sans forte tête en face, ils ont fichu David Yates à la réalisation. Résultat, ça suit tant bien que mal la trame des bouquins, plutôt mal d'ailleurs, et c'est hyper terne, totalement dénué d'âme. Je les trouve vraiment ignobles les suites de Yates. Alors qu'il y avait tellement à faire avec le destin tragique de Snape dans Le Prince de Sang Mêlé par exemple. Et les Animaux Fantastiques, c'est juste pas possible. Le 2 est vraiment ignoble. Il faut une vision pour réussir des films comme ça. Pour le coup, il aurait vraiment fallu un Guillermo del Toro pour donner vie à toutes ces créatures. Comme le marché des trolls dans Hellboy 2, on a l'impression que toutes les créatures ont vraiment une vie et une histoire, alors qu'on les voit juste 30 secondes. Mais justement ça, c'est le génie de del Toro. C'est bon, je vous ai bien déprimé sur l'état du cinéma moderne? Bon, je suis vraiment désolé, mon but à la base c'était juste aiguiser votre sens artistique, essayer de réfléchir à ce qui est bien ou pas, plus que par du j'aime ou j'aime pas. Mais en fait, pour comprendre ce qui est intéressant, il faut aussi le comparer avec ce qui l'est pas. Et surtout comprendre pourquoi c'est pas intéressant. Mais promis, cet épisode sera très à part et je vais continuer sur de l'analyse de films hyper positive pour les épisodes suivants. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de discuter de tout ça, parce que ça va servir de vivier à pas mal de mes prochaines vidéos. Et puis ça ouvre des discussions super intéressantes. En tout cas, j'espère que vous en discuterez. En fait, pour être honnête, une grande partie de cet épisode est un condensé de pas mal de conversations que j'ai eues avec mes amis depuis que j'ai lancé cette chaîne. Donc ça interpelle, ça force à réfléchir, et ça c'est tout ce que je voulais. Donc en fait, je suis super content. Donc merci vraiment à vous de vous poser des questions, continuez, interrogez votre sensibilité artistique et ne vous laissez pas avoir par la standardisation de la culture. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en mettant la cloche, de commenter, de découvrir mes autres analyses d'ailleurs, et je vous dis au prochain épisode. Allez, ciao, bisous!